Important, le site nucléaire sous contrôle russe, bien sûr. L'AIEA y prévoit toujours une visite sans que l'on en connaisse encore la date, mais l'AIEA évoque des risques bien réels à l'heure où nous parlons, quand les États-Unis, eux, mettent en garde directement et menacent Moscou. Regardez, écoutez. L'électricité qu'elle produit appartient de droit à l'Ukraine et toute tentative de la déconnecter du réseau ukrainien pour rediriger l'électricité vers les régions occupées est inacceptable. Et c'est bien le problème, justement, ce fait que les Russes tentent absolument de récupérer l'énergie de cette centrale en direction de leur territoire. Je vous propose d'ailleurs en images de revenir sur la situation à Zaporizhzhia. Dernières images, dernières informations avec ce sujet signé Mathieu Kerman. Des flammes et de la fumée se dégagent de la plus grande centrale nucléaire d'Europe. Zaporizhzhia a frôlé la catastrophe. Un incendie à moins de 2 km d'un réacteur. Pour la première fois pendant plusieurs heures, la dernière ligne électrique reliant le site nucléaire à son réseau de distribution a été coupée. Des tirs russes auraient provoqué l'incendie. Si les générateurs ne s'étaient pas mis en marche, si après le blackout, les automates et le personnel de notre centrale nucléaire ne s'étaient pas mis au travail, nous aurions été obligés d'affronter les conséquences d'un accident radiologique. La Russie a mis les Ukrainiens ainsi que tous les Européens à un pas de la catastrophe radiologique. Sur cette autre photo, à seulement 50 mètres des réacteurs, des troupes militaires russes sont positionnées. L'armée de Vladimir Poutine accuse, elle, l'armée ukrainienne. La vulnérabilité de la centrale est désormais en question. Il n'est pas possible d'être connecté des deux côtés en même temps, puisque les deux réseaux électriques sont totalement distincts. Il n'y a pas de connexion physique. Les deux réseaux ne sont pas ce qu'on appelle synchrones en termes techniques. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. Et donc le but des Russes, c'est que la centrale arrête d'envoyer son courant électrique en Ukraine pour l'envoyer en Crimée et à la Russie. Hier soir, l'AIEA s'est voulue rassurante. Les systèmes de sécurité fonctionnent et le site reste connecté à partir de la centrale thermique voisine qui peut fournir de l'électricité de secours. Avec nous pour en parler, Yves Marignac, bonjour, merci d'être là, spécialiste des questions nucléaires. Quand le président Zelensky dit on est passé à une toute petite fraction d'une catastrophe radiologique, il exagère, il a raison. Alors il dit, un pas, est-ce que c'est, un pas, 2 pas, 3 pas? Je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que la situation, de cette centrale, hein, qui est, inédite, hein, une centrale, instrumentalisée, pour des motifs de guerre et occupée de façon, illégale, comme, monsieur Hugues le rappelait, à l'instant, par, une troupe d'occupation, est préoccupante et le devient, un peu plus chaque jour. La sûreté nucléaire repose sur un principe très simple qui est ce qu'on appelle la défense en profondeur, c'est-à-dire la multiplication des dispositifs censés assurer la sûreté et l'occupation de cette centrale est en train petit à petit de faire tomber les différents dispositifs. Il y a évidemment la fatigue et le stress des personnels, l'occupation militaire, le fait que sans doute des opérations normales de surveillance et de maintenance de l'installation n'ont pas lieu. Et puis, il y a tous les événements autour qui peuvent affecter la sûreté, un incendie, la perte d'alimentation électrique. Compte tenu qu'on a là 6 réacteurs, des piscines où est entreposé du combustible, sans parler même du risque évidemment d'un tir sur l'un de ces équipements, on est dans une situation plus proche d'une catastrophe nucléaire que ne devrait l'être quelque centrale nucléaire que ce soit. Et donc, oui, le président Zelensky a raison de se montrer très préoccupé et d'alerter l'opinion internationale. Le but à Moscou, c'est de prendre totalement le contrôle de cette centrale. Militairement, c'est ce qui se passe. Visiblement, il y a une épuration du personnel pour éjecter tout Ukrainien de cette centrale, d'en prendre le contrôle et de bénéficier de l'énergie de cette centrale. Le scénario est crédible selon vous et c'est dangereux. Ou alors, si les Russes prennent le contrôle, eh bien, à ce moment-là, tout redeviendra, entre guillemets, normal. Non, alors les Russes ont le contrôle, du site, la question, technique ensuite est, celle de la région que, la production de cette centrale nucléaire, alimente, en électricité et effectivement une déconnexion,
volontaire, pas accidentelle comme celle d'hier, du réseau ukrainien pour se reconnecter au réseau russe, puisqu'on se souvient que initialement, au moment de l'invasion, c'est cette connexion-là qui était en place. C'est techniquement possible. Ça ne réglera pas le problème de l'occupation militaire de ce site, de la présence de combats aux alentours, et donc de cette situation insupportable et illégale d'instrumentalisation d'une centrale nucléaire dans une situation de conflit. L'intervention de l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui est souhaitable pour au moins avoir une information neutre et indépendante sur l'état réel de l'installation, ne réglera pas non plus cette question. Elle n'apportera pas davantage de sûreté. Seule une démilitarisation de la zone, qui ne me semble pas envisageable actuellement, serait de nature à apporter cette confiance. Alors, procédons par étapes. Philippe Marignac, vous restez avec nous parce que la question, elle est là. C'est bien de réclamer une commission d'inspection, mais pourquoi faire une fois que le constat sera fait? De toute façon, tout reviendra entre les mains d'un certain Vladimir Poutine. On va y revenir, mais on va revenir d'abord surtout sur les inquiétudes. Et Emmanuel Macron, vous l'avez su en direct, c'était sur LCI, a déclaré justement que ce nucléaire civil n'était pas une monnaie d'échange, n'était pas une arme de guerre. Je vous propose, il était à Alger, de l'écouter. La guerre en aucun cas ne doit porter atteinte à la sûreté nucléaire du pays, de la sous-région et de nous tous. Et donc le nucléaire civil doit être totalement protégé. C'est l'objet de cette mission qui se tiendra très rapidement et dont nous avons obtenu les garanties de sécurité de la part, pour laquelle nous avons obtenu les garanties de sécurité de la part des Ukrainiens et des Russes, et qui pourra donc se déployer, faire une mission indépendante et aider à protéger. La deuxième chose, c'est que le nucléaire civil ne doit pas être un instrument de guerre. Et donc la souveraineté des États doit être respectée quant aux installations nucléaires. Général Richoux, là aussi on procède par étapes. On ne voit pas à l'heure actuelle pourquoi les Russes partiraient de cette centrale, commission ou pas commission. On ne le voit pas et je pense que ça n'arrivera pas. Alors effectivement, une centrale nucléaire civile ne doit pas devenir un instrument de guerre, mais de facto, dans les mains de Vladimir Poutine, qui s'assoit à peu près sur toutes les règles internationales, elle le devient. Elle devient un otage avec un moyen de pression sur la communauté internationale, donc un espèce d'otage stratégique dont il va continuer à se servir vraisemblablement dans les mois qui viennent. Quant à la démilitarisation, je pense qu'il ne faut pas y songer, ne serait-ce que parce qu'il y a des troupes assez importantes qui sont là pour garder le site. C'est un site extrêmement sensible, parce que d'abord c'est du nucléaire, ensuite c'est la plus grosse centrale d'Europe, donc il déploie des centaines d'hommes déjà pour garder le site, et puis ensuite peut-être pour y cacher un certain nombre d'armes, mais ne serait-ce que parce que c'est un site extrêmement sensible, il va être protégé par de nombreuses troupes, et il ne faut pas espérer que parce qu'une équipe de l'AIEA va venir inspecter la centrale, ça change quoi que ce soit. C'est peut-être particulier ce que je vais vous dire, mais aujourd'hui, il est à craindre de qui? Des Russes ou des Ukrainiens qui vont vouloir peut-être déloger les Russes de cette centrale ou des abords de cette centrale? Le risque, on va le retrouver, mais que disait Yves Marignac, c'est que cette centrale devienne un champ de bataille. Le risque, il est pas nul. À ce stade, pourtant, il ne me semble pas que les Russes soient dans une dynamique d'aggravation, parce que justement, ils ont accepté d'accueillir cette mission-là. Il y a l'accord russe et ukrainien. C'est une façon pour eux, indirectement, de relâcher la pression internationale qui pèse sur eux à ce stade, parce que finalement, leur objectif, il est de beaucoup plus long terme. Il est de plus long terme parce que derrière, c'est plutôt comment saper les moyens de l'Ukraine, comment saper la capacité ukrainienne à pouvoir avoir de l'électricité, tous les moyens vraiment de survie avant l'hiver, et comment s'assurer que... Il y avait la terre, le blé, le gaz, exactement, maintenant l'électricité. On a la totalité des biens fondamentaux dont l'Ukraine a besoin aujourd'hui pour pouvoir survivre à l'hiver qui approche très vite. Donc ils ont intérêt à pouvoir aujourd'hui relâcher la pression, sachant que je suis assez d'accord, je ne les vois pas rendre la centrale ou demain après une mission, parce que derrière eux, ils pourront d'une part saper les moyens des Ukrainiens et d'autre part s'assurer de continuer à garantir le statu quo et l'indépendance de facto finalement des régions qu'eux ont envahies.
Donc on est vraiment sur une stratégie plus de consolidation de leur position dans la région. Donc je repose la question. Mm. Y a-t-il à craindre d'une réaction ukrainienne qui légitimement pourrait se dire c'est notre centrale, c'est notre territoire et Soit à également l'heure où nous sous parlons, pression. il y a des bombardements, alors pour l'instant qui tombent dans une zone à quelques kilomètres, parfois d'ailleurs à quelques centaines de mètres des premiers bâtiments de la centrale, mais il y a un risque. Ce n'est pas dans leur intérêt d'enrayer un processus qui, s'il va à son terme, leur sera favorable. À mon sens, il y a chez Volodymyr Zelensky, il se bat avec les armes dont il dispose, une dramatisation à dessein de l'enjeu nucléaire. Quand il nous dit qu'on était aux portes d'une catastrophe nucléaire, soit, mais la porte était blindée et verrouillée à double tour. Au fond, l'histoire de cette alimentation électrique, bien sûr que c'est préoccupant, mais précisément, les procédures de secours existent, les générateurs sont là, la centrale thermique voisine a continué de fournir de l'électricité. Donc, encore une fois, je serai le dernier à lui faire grief d'utiliser cet argument, mais ce qui est clair, c'est qu'il y a lieu d'être très circonspect par rapport à l'accord de principe de Moscou sur l'inspection de l'AIEA. Pourquoi ? Que vaut l'accord de principe d'un pouvoir qui n'a aucun principe et qui les foule aux pieds en permanence ? Et d'ailleurs, il y a une conseillère du ministre de l'Énergie ukrainien qui faisait remarquer qu'il y avait déjà la crainte d'obstacles opérationnels, techniques, sur la voie de cette mission. Moi, personnellement, j'ai toujours été très prudent et j'ai toujours considéré que la mission en question ne serait pas là demain matin. Mais élargissons un tout petit peu la focale. Voyez Poutine comme un joueur de poker. Il avait des atouts maîtres en main. Il avait, par exemple, le militaire. On a vu ce qui en est advenu. Les céréales. Bon, il y a maintenant des exfiltrations relativement régulières de maïs et de blé. En revanche, l'énergie, ça reste sa carte maîtresse. Que ce soit sur le registre du gaz, en misant sur l'affaissement de la solidarité européenne et la règle du chacun pour soi, ou que ce soit sur le nucléaire, à cause de ce que la dimension même de l'atome charrie de frayeurs millénaristes et de craintes apocalyptiques. Et non, on n'est pas passé à un doigt de l'apocalypse nucléaire, je suis désolé. J'écoute, moi, les meilleurs experts en la matière, et je m'en tiens à la dimension strictement politique de cet enjeu. C'est un jeu de dupes politique. Alors, parlons de jeu de dupes politique. Non, technique, on va voir. Yves Marignac, vous êtes toujours avec nous. Le meilleur scénario. L'AIEA se rend sur place dans les jours à venir, passe le temps qu'il faudra, visite le site comme il faut, rend son rapport. Et alors, il se passe quoi après ? Ça ne changerait fondamentalement rien à la réalité technique de la situation. Et le bilan de l'AIEA en la matière, c'est quand même avant tout de ne pas avoir été capable, parce que les instruments internationaux ne lui permettent pas d'empêcher cette situation interdite par le droit international d'occupation militaire. À partir du moment où on a cette occupation militaire, l'AIEA va pouvoir aller... j'espère faire une inspection et apporter une information sur l'état des matériels critiques, l'état des personnels, l'état de dégradation éventuellement liée à l'occupation de cette centrale par les troupes russes. Mais fondamentalement, cette centrale, ça a été dit, elle représente un triple objectif pour Vladimir Poutine. C'est d'abord tactiquement une base extrêmement utile pour entreposer du personnel et des matériels de façon protégée par le risque nucléaire, justement. C'est psychologiquement un moyen de pression énorme à travers cette préoccupation nucléaire, et c'est stratégiquement un moyen de relier cette production d'électricité aux zones occupées. Et donc il n'y a aucune raison que cette situation cesse en dehors soit d'un accord de mettant fin à ce conflit, et il faudra bien qu'un accord de ce type intervienne un jour, soit d'une résolution beaucoup plus dramatique dans le cadre des combats qui peuvent avoir lieu dans cette zone. Et encore une fois, on n'est pas passé hier à un doigt de la catastrophe nucléaire, mais cette situation qui dure avec une dégradation continue de l'état technique et des ressources humaines de la centrale,
et une multiplication des aléas dans ces environs est une situation qui nous rapproche chaque jour un peu plus du risque de catastrophe nucléaire parce que des éléments de cette défense en profondeur dont il était question à l'instant, hein, l'existence de systèmes de secours et de sauvegarde, ces éléments tombent progressivement et donc il y a vraiment urgence à résoudre cette situation. Mais encore une fois, ça n'est pas à la portée de l'Agence internationale de l'énergie atomique, même si elle peut aller sur le site, apporter des informations et faire des recommandations, de régler cette situation assez inextricable à l'heure actuelle. Yves Marignac, je pousse un peu plus loin le cynisme. Si on laisse Vladimir Poutine tranquille, il a sa centrale, du personnel russe pouvant s'occuper de cette centrale qui date un peu de l'ère soviétique, ça, il en a. Et si on n'attaque pas la centrale, tout se passe bien, IEA ou pas IEA, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de risque. C'est peut-être ce que cherche d'ailleurs le maître du Kremlin, c'est-à-dire ne m'embêtez pas ou sinon, de votre fait, il pourrait y avoir des risques autour de Zaporijjia. Pas de risque, effectivement, dans le sens où ça n'est pas du tout dans l'intérêt des Russes d'aller vers une accélération catastrophique de la situation. Au contraire, c'est un actif extrêmement précieux pour toutes les raisons qu'on a dites pour Vladimir Poutine. Et donc, le plus longtemps il pourra occuper cette centrale et jouer sur les différents leviers tactiques, psychologiques, stratégiques qu'elle représente, le plus longtemps il le fera. Et voilà, l'issue... non, mais ce que je veux, pardon, ce que je veux vous dire... C'est une résolution diplomatique. L'issue problématique, c'est une résolution par les armes, parce que si il fallait déloger un jour militairement les Russes de cette centrale, alors là, on passerait plusieurs degrés dans cette proximité avec... non, mais là, c'est pas possible. Alors, attendez, deux choses. D'abord, si vous avez des bombes ou des missiles qui tombent sur la centrale, on est bien d'accord qu'on est face à une catastrophe nucléaire qui ira bien au-delà de l'Ukraine. C'est à peu près ça. Hein. En tout cas, c'est un risque extrêmement élevé. Alors, et l'autre question, est-ce que Moscou, Poutine, des ingénieurs en nucléaire, il doit y en avoir quand même quelques-uns en Russie, ils peuvent très bien s'occuper de cette centrale et que tout se passe bien. Ils en ont la capacité, point d'interrogation. Alors, ils en ont a priori la capacité, puisque c'est effectivement une technologie russe que les ingénieurs et les personnels techniques russes savent faire fonctionner. Est-ce qu'ils ont la capacité technique à la maintenir dans la durée? C'est une autre question. Il faut évidemment alimenter en pièces, etc. Donc, enfin, voilà, c'est un scénario qu'il faudrait regarder plus en détail, mais le fait que les Russes, comme vous le disiez, prennent progressivement, si c'est le cas, le contrôle technique de l'installation, c'est-à-dire importe en fait du personnel russe pour remplacer le personnel ukrainien, ne met pas en soi la centrale en danger, c'est juste un affaiblissement, là encore, d'une des lignes de défense, puisque ce personnel, même formé à l'exploitation de ces centrales, n'est pas familier de cette centrale particulière et des règles propres à l'Ukraine, différentes de celles de la Russie, selon lesquelles elle est exploitée aujourd'hui. Donc voilà, tout ça participe, encore une fois, d'un affaiblissement de cette défense en profondeur qui, plus le temps va passer, qui est d'autant plus préoccupant que le temps passe. Merci beaucoup Yves Marignac d'avoir été avec nous. Vous vouliez réagir, Vincent? Oui, parce que je crois que c'est le moment de rappeler quand même que l'Agence internationale de l'énergie atomique n'a ni le mandat, ni la vocation, ni les moyens de prévenir une invasion militaire. Le mérite de cette inspection à venir, c'est précisément qu'elle sera technique et scientifique. À partir de là, les inspecteurs soumettent des recommandations. Rappelons que l'AIEA est une agence onusienne. Les recommandations qui sont ensuite soumises aux Nations Unies. Et là, il sera intéressant de voir quelle sera la posture de Moscou, l'un des 5 membres permanents du Conseil de sécurité,
par rapport à des recommandations qui, encore une fois, ne seront ni politiques ni diplomatiques, mais strictement techniques. Et c'est peut-être là qu'on touchera, je dirais, aux limites de ce calcul et de cette nouvelle forme de chantage qui, en grosso modo, consisterait pour Poutine à dire « si vous me laissez la centrale, je vous garantis la sécurité ». Non, parce que c'est une violation du droit international. Oui, et puis, deuxième élément qui est quand même capital, c'est que la jurisprudence de l'AIEA... Mais là, il fait tout pour que personne puisse aller le chercher. Et il va devoir, à un moment donné, encore une fois, quand le travail technique et scientifique aura été accompli, il va falloir qu'il justifie quelque chose qui est une violation du droit international. C'est quand même très acrobatique. Habitué. Enfin, vous le connaissez. Très bien. Vous le connaissez. Mais ce que je veux dire par là aussi, c'est que n'oublions pas que si l'AIEA respecte sa propre jurisprudence, elle n'intervient pas dans une enceinte nucléaire sous occupation militaire. C'est-à-dire que la démilitarisation doit être préalable à l'inspection. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis très prudent quant au délai, quand on nous annonce quasiment l'arrivée des inspecteurs demain matin. Je n'y crois pas. On était ensemble, ça fait une semaine qu'on nous l'annonce. On est d'accord. À suivre dans votre 12-15, on retrouvera nos équipes à Alger qui suivent le président Emmanuel Macron. Il faut un travail de vérité, de reconnaissance. Rien ne pourra se faire entre nos deux peuples sans ce travail. Je préfère, moi, dit-il, la vérité à la polémique. Et puis, en parlant de Vladimir Poutine, et dans cette occupation et dans une guerre qui risque de durer encore longtemps, eh bien, le sergent recruteur du Kremlin cherche des soldats et visiblement, il en a trouvé. À tout de suite.